Donc le premier c'était au Makrim, donc sur les plages de débarquement, donc vraiment pas loin de là où on est. Hein. Bon. C'est vrai qu'il y avait des passages un peu géographiques où je parlais notamment de comment les villages en bord de plage du débarquement ont évolué dans les années 60, etc., où il y avait des descriptions aussi de Washington aux États-Unis, donc des trucs très pointus qui étaient des trucs de géographes, quoi. Et typiquement, c'est des choses qui n'auraient rien dû à faire dans un best-seller. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent être, d'ailleurs, les bouquins de géographie, je dis de géographie, pas les bouquins de tourisme, hein, se vendent pas tellement. Enfin, c'est pas une discipline c'est pas comme la psychologie ou d'autres, hein, qui fait. Enfin, tout le monde connaît la géographie, mais c'est pas non plus une discipline. Les bouquins sur l'aménagement du territoire, les bouquins de géographie électorale, c'est pas des trucs qui se vendent à des millions d'exemplaires, quoi. Donc, quand vous commencez à être un peu pointu sur de la géographie, c'est pas un truc qui, a priori, va faire monter les ventes. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on disait qu'il n'y a pas de méthode en soi, c'est un truc qui m'a aussi surpris, parce que des fois, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne faut pas que je coupe un peu cette dimension géographique? Et au final, je m'aperçois que non, que souvent les gens, c'est un petit plus aussi dans mes romans, quand je parle de la Corse, ou de l'île de la Réunion ou autre, qui est aussi quelque chose d'un peu détaillé, d'un peu soigné, voire même parfois d'aller vers des analyses qui ne seraient pas si loin d'analyses universitaires, glissées dans mes romans. Voilà, alors peut-être que ça participe aussi à la différence, ça participe au fait, par exemple, si on compare ce que fait Guillaume Musso-Marc Lévy, c'est typique, c'est-à-dire que, enfin, ce que je dis pas du tout, hein, mais eux, généralement, ont marqué leur succès justement en étant dans des lieux très neutres, des grandes villes, on est à Londres, à New York, à Paris, dans des lieux très neutres, justement, il y a très peu de géographie, et parce qu'il y a une vocation universelle, ça pourrait se passer aussi bien à Tokyo qu'à Séoul, etc. Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de recherche de l'universalité de l'histoire qui fait que du coup, on se dit tiens, c'est pour ça que peut-être que ça fait un best-seller. Sauf que dans mes romans, ils sont au contraire très localisés. Voilà, quand je suis à Giverny, quand je suis sur l'île de la Réunion, c'est des choses, même si elles sont connues, c'est extrêmement localisé, parfois assez détaillé dans la description géographique et dans l'analyse géographique. Et bon, ça n'empêche pas les gens d'acheter des livres. Il n'y a pas encore des visites sur vos lieux. Moi, je me souviens d'un autre auteur de roman policier que j'apprécie beaucoup, c'est Ingrid Asson, Arnaldu, et où j'ai rencontré en Islande des tours opérateurs de visite touristique des lieux, de romans des lieux, là aussi, il y a Oui, alors à Giverny notamment, l'Office du tourisme a édité une carte et donc on peut visiter Giverny avec le Nymphéa Noir Tour, oui, ça existe. Après, quand même, pour répondre à la géographie, quand même à cette question sur la géographie, moi je suis persuadé quand même que pour faire un best-seller, quand j'ai commencé tout à l'heure à dire qu'il y a une petite voie, il y a une sorte de certitude. Moi, quand je commence une histoire, c'est pas la géographie qui m'intéresse, il y a toujours quelque chose, comment dire, alors, ça peut être une astuce, ça peut être une idée, où je me dis à la fois, elle est extrêmement casse-gueule, mais à la fois, elle est à la hauteur de ce qu'attendent les gens. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui me dit, là, tu vas les bluffer, enfin, il faut qu'il y ait quelque chose une espèce d'ambition, de se dire, là, tu vas les bluffer, là, ils vont être surpris, là, ils vont pas être déçus, quoi. Et effectivement, après, il y a la géographie, il y a tout ça, mais tout ça, à la limite, c'est de la cuisine, c'est du travail en plus, quoi. Mais c'est pas parce que je fais un bouquin sur la Réunion que je vais en vendre 500 000. J'aurais fait ce bouquin sur une autre île, ça aurait été la même chose. C'est de l'histoire, à un moment donné, c'est l'ingrédient, quelque chose qui fait que là, je me dis, là, c'est ça qui va plaire, qui va faire la différence, quoi. Et si, je pense, si on n'a pas ça, cette espèce de certitude, parce que je dis parfois, quand on écrit une histoire d'amour, tellement d'histoires d'amour décrites que voilà. Et si à un moment donné vous dites pas, mais la façon dont j'écris mon histoire d'amour, je suis le premier à l'avoir fait comme ça, et là les lecteurs ils vont se dire waouh, comment. Voilà. Si vous n'êtes pas persuadé de ça, vous pouvez pas, je pense, c'est pas pour ça que vous ferez un best-seller, mais en tout cas vous pouvez pas prétendre à le faire, je pense. Alors c'est extrêmement mégalo, enfin rien à côté, mais à un moment donné, et ça fait suite à énormément de doutes, ou ça cohabite avec énormément de doutes, mais s'il n'y a pas à un moment donné cette ambition de vous dire ce que je fais là, c'est quand même, ça n'a jamais été fait, je crois que, je sais pas, ça marche pas, enfin si vous-même n'êtes pas persuadé de faire un truc exceptionnel, les gens vont pas vous suivre, quoi.
mais une nouvelle fois, avec énormément de doutes, en disant mais c'est nul ce que j'ai fait, etc. Mais il y a quand même ce truc-là. Donc je pense que, voilà, donc voilà, c'est assez étonnant, mais parfois c'est vrai que quand vous voyez après les lecteurs arriver, vous dites tiens, ils ont compris quoi, enfin ils ont compris ce que je voulais faire. Et... On dit que votre marque de fabrique, c'est souvent le twist final, cette espèce de rebondissement à la fin. Est-ce que ça, vous le tenez dès le début, ça? Parce que cette œuvre-là, elle est construite complètement différemment. Alors oui, ça je le tiens toujours dès le début, ça c'est clair. Évidemment, sinon on ne peut pas construire un roman à twist si on change le twist à la fin. Vous dire tiens, comment je vais m'en sortir? Ah bah tiens, ça va, tiens. Non, ça bien sûr. Je le sais toujours au début. Alors ça aussi, c'est une autre question ouverte, c'est est-ce que, par exemple, mes bouquins se sont vendus à ce point, uniquement à cause des twists, ou est-ce que ce serait vendu sans les twists? Là encore, je n'ai pas la réponse, je pense que c'est un entre-deux. Je pense quand même que ce qui a fait la différence avec plein d'autres romans policiers, ou la suspense, c'est la qualité du twist, ou en tout cas de la manipulation, etc. Je pense que c'est ce qui fait la différence avec d'autres romans. En particulier, je m'en suis aperçu sur le succès à l'étranger, où, notamment en Angleterre, Navire sans haine, Un fait à noir, on fait de très gros scores, et puis il y a quand même beaucoup de pays où ça a très bien marché. Et je me dis, là, c'est pas l'écriture, c'est pas la référence, c'est pas parce qu'ils connaissent Dieppe ou Giverny, c'est autre chose. Et en plus, ils ne me connaissaient pas, donc si ça marche. Et donc peut-être qu'effectivement, c'est à un moment donné, là, clairement, enfin, le twist ou l'histoire, ou voilà, une forme d'histoire qui accroche. Ça, sans doute qu'il y a ça. Après, voilà, à un moment donné, j'espère ne pas être que accroché au twist et arriver à vendre et à développer d'autres histoires, mais je pense, oui, qu'à un moment donné, et j'en suis conscient, c'est peut-être ça qui fait la différence avec d'autres livres où il n'y a pas forcément ça. Alors c'est très pratique cette histoire du twist aussi pour moi, parce que ça me permet, entre guillemets, d'écrire à peu près ce que je veux, à partir du moment où il y a une surprise à la fin. Enfin, à partir du moment où les lecteurs se disent ok, j'admets, voilà, qu'ils m'écrivent, mais ce que je veux, c'est quand même avoir ce côté, le doute et la surprise. Et c'est vrai que moi, en tant que lecteur, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, des auteurs dont je sais qu'ils vont le faire et le faire plutôt de façon, enfin, qui moi va m'étonner, va me faire prendre. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien et que je vais peut-être préférer à simplement me dire est-ce que c'est du policier, est-ce que c'est de la romance, etc. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la construction. Ouais. D'ailleurs, vous écrivez de manière... Pardon. C'est la question que je voulais vous poser. Je commence. Vous écrivez de manière linéaire, c'est-à-dire qu'il y a souvent des histoires qui s'intercalent, différents chapitres. Est-ce que vous écrivez dans le sens où on va le lire, ou est-ce que vous écrivez une histoire, vous intercalez les chapitres ensuite? Oui, non, je continue d'écrire de façon linéaire pour l'essentiel. Et c'est vrai que ça c'est différent que, par exemple, je vois pour les films qui sont tournés, où généralement ils arrivent à tourner des scènes dans tout des petits bouts dans tous les sens. Non, moi j'arrive pas à faire ça. Alors, notamment parce que, peut-être parce que voilà, il faut se mettre à la place du lecteur et arriver à anticiper le rythme de lecture. Et voilà, donc ce rythme qui fait qu'il y a des scènes qui vont accélérer, des scènes qui vont retomber, enfin voilà, une espèce de musicalité du livre. C'est vrai que moi j'aurais beaucoup de mal à le faire si j'écrivais voilà, la fin d'abord et le milieu ensuite, etc. J'ai besoin de sentir ce rythme-là. Alors après, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, quand je fais relire mes premiers manuscrits, c'est généralement ça qui ressort. C'est-à-dire, là c'est un peu long, là ça va trop vite. Enfin, voilà, cette espèce de choix. Alors, ça doit renvoyer quand même à quelque chose qui est du domaine du best-seller. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des écrivains qui se fichent absolument de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas leur souci qu'il y ait un rythme d'écriture, qu'il y ait, etc. Après, c'est parce qu'on travaille le rythme, une nouvelle fois que le livre va se vendre, ça ne marche pas forcément tous les coups. Mais en tout cas, s'il n'y a pas ça, je pense que c'est une énorme difficulté de créer un best-seller si à un moment donné, l'écrivain n'a pas en permanence le souci c'est toujours la même chose, c'est le souci que le lecteur tourne les pages le plus vite possible, donc il y a quelque chose qui dans l'écriture doit créer une forme d'addiction, donc ça c'est toute une série de techniques qui fait qu'on crée l'addiction au moment de la lecture, tout en créant d'autres choses qui ralentissent au maximum la lecture.
notamment en essayant d'écrire à peu près bien, ce qui fait que les gens ont aussi envie de ne pas sauter les lignes et de lire, dès qu'il y a une description, de sauter, de manière à simplement voilà, lire le bouquin en 1 heure en diagonale. Donc c'est toujours cette espèce de jeu de se dire il faut que, voilà, que les gens aient envie de savoir la suite, et d'un autre côté, apprécient, savourent quand il y a une dépression, quand il y a une scène, quand il y a un dialogue avec de l'humour, les gens ralentissent leur lecture, prennent le temps. Donc cette espèce de jeu-là qui me semble un ingrédient indispensable du best-seller, quel qu'il soit, et voilà, et donc là qui fait que quand on écrit, forcément on écrit en essayant en permanence d'anticiper la réaction du lecteur et d'avoir effectivement une écriture qui soit qui transmet une espèce de lecture plaisir, de lecture, voilà. Et ça, je pense que oui, il y a quelque chose d'intuitif qui consiste à dire, d'ailleurs on le sent dans l'écriture, on se dit, ah là il y a un point où normalement les gens devraient être émus, là il y a un point où les gens devraient rire, là ça s'accélère, d'ailleurs, notamment dans des romans à suspense, où il y a toujours un point de bascule, où normalement, voilà, il y a une scène d'exposition, ça monte, etc. Il y a généralement un point de révélation, où normalement on se dit, là, les 150 dernières pages, un lecteur normal doit, il aura du mal à le refermer, quoi. Il veut connaître la fin, et l'enchaînement des choses fait que les choses sont emmêlées, s'enchaînent de manière à ce que, voilà, si on coupe, donc ça, c'est effectivement ça, je pense que ça fait partie des ambitions d'un best-seller. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit chaque auteur a son formatage. Comment analysez-vous ce que vous appelez votre propre formatage alors? Ça, je pense que c'est... Moi, j'ai l'impression que, en tout cas pour les auteurs français, je pense que pour être un auteur de best-seller, je continue de dire souvent qu'il faut avoir 3 lectorats. Il y a un premier lectorat qui est le lectorat très occasionnel, qui va prendre un livre parce qu'il est en tête de rayon du centre culturel Leclerc, ou etc. Ou parce que simplement il a vu une pub à la radio ou une affiche, donc il doit prendre 2 ou 3 bouquins pour ses vacances, il va prendre un des best-sellers. Bon, il va le lire, il va aimer, voilà, ou ne pas aimer, mais voilà, éventuellement s'il a aimé, il pourra éventuellement en lire un autre 1 année ou 3 années après. Bon, voilà, c'est le lectorat occasionnel, et celui-ci on ne le récupère évidemment que si on est déjà un best-seller, parce que ce lectorat ne va lire que des best-sellers, qui sont pour lui une espèce de garantie. Voilà. Donc ça, c'est un lectorat qui est d'ailleurs qu'on peut voir sur des salons, qui peut venir faire signer des livres, etc. Mais voilà, qui ne va aller que sur les best-sellers. Après, je pense qu'on a un lectorat fidèle. Alors, je serais incapable de mettre des pourcentages derrière, mais un pourcentage fidèle, c'est-à-dire globalement les lectorats qui a tout lu ou quasiment tout lu, dont on fait partie des auteurs, peut-être les 5-10 auteurs qu'un lecteur important va aimer, va à peu près aller chercher. Alors peut-être pas tout, il ne va pas forcément courir acheter le bouquin dès sa sortie, mais enfin, globalement, il sait qu'il ne sera pas déçu, qu'il aime bien. Voilà, c'est un peu comme en musique, voilà, on a des chanteurs qu'on aime bien, on ne va pas forcément tout acheter, enfin on sait qu'on aime bien, qu'à l'occasion on écoutera, etc. Donc là, c'est le deuxième niveau de lecteur qui est, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut appeler les fans, mais en tout cas, c'est les lecteurs qui apprécient. Et puis après, je crois que si on veut être vraiment un auteur de best-seller, on ne peut pas se passer de troisième niveau, qui est le cœur des fans. Et c'est là que je rejoins la question sur le formatage. C'est-à-dire que des lecteurs qui, pour eux, vous êtes l'auteur avec un grand A, quoi. C'est tout simplement, c'est ça. Voilà. En particulier, je pense à La Fée à Noir, des gens qui viennent en disant c'est le livre de ma vie, quoi. C'est ça, c'est rien d'autre. Et alors, je ne sais pas combien il y en a en France, je ne sais pas quel pourcentage, mais je pense que vous ne pouvez pas être un auteur qui vend beaucoup si vous n'avez pas aussi ça. Si vous n'avez pas des gens qui vous disent j'ai lu des articles sur vous dans la presse, et moi je m'en fous, vous êtes l'auteur, vous me parlez quand vous lisez, votre vision du monde, la façon dont vous voyez le monde, vos personnages, c'est la mienne, et voilà, simplement, c'est... Et ça, je pense que c'est le... Comment dire ? C'est déjà, évidemment, c'est le plus important pour un auteur, forcément. Dans Vendre 1 million, c'est très virtuel. Le fait que, évidemment, des gens viennent vous voir en disant vous m'avez redonné le goût à la lecture, ou voilà. Enfin, et puis, moi-même qui suis lecteur, évidemment, et quand je tombe sur des livres qui m'émeuvent, qui me parlent de façon très intime, forcément se dire que les livres qu'on a écrits parlent de façon très intime à des gens est forcément quelque chose, c'est le lien le plus puissant. Donc c'est un peu tout ça, et je pense aussi que quand on a un cœur comme ça de fan,
ça joue beaucoup sur la durée. Peut-être pas sur le phénomène un livre, une mode, quoi. C'est-à-dire un phénomène comme ça qui va se vendre à 1 million. Mais sur la durée, je pense que c'est essentiel. Et puis, c'est aussi ce cœur de fan qui, mine de rien, peut-être peut être très actif. Moi, j'ai des gens qui vont faire 20 fois, 30 fois mes livres. Voilà, donc il y a aussi ce côté, je ne connais pas ces gens-là, je les crois sur les salons, mais il y a ce côté aussi, on défend. Et ça joue aussi sur la durée des livres, l'auteur. Mais c'est exactement comme le phénomène des chanteurs en musique. Hein. C'est parce qu'effectivement, je pense que les chanteurs peuvent avoir comme ça leurs chansons pour passer à la radio, etc. S'ils n'ont pas des gens qui écoutent en boucle leur album et connaissent tout par cœur, ils ne seront jamais des chanteurs à succès. Il faut avoir ce cœur de fidèle. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que c'est un peu contradictoire avec le phénomène commercial. Et voilà, on parlera de Marc Lévy et d'autres, mais je suis persuadé que Marc Lévy, comme Guillaume Musso, comme d'autres, ont aussi ce cœur de fan absolu, qui partagent absolument la même vision du monde et qui considèrent que voilà, il y a une sorte de communication. Et qu'évidemment, un critique littéraire qui lit mes livres aux autres, ça ne lui parlera pas, parce que ces auteurs fétiches seront d'autres et il sera en communication intime avec d'autres auteurs. Mais on ne retirera jamais au lecteur ce lien qu'il peut avoir avec un best-seller. Et je pense que voilà, c'est... Alors après, est-ce que c'est valable sur tous les best-sellers, les trucs américains et tout, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que oui aussi, quoi. Voilà. Oui. Alors, l'éditeur étranger... La question c'est, est-ce que l'éditeur peut demander des modifications pour une traduction à l'étranger, pour une édition dans un autre langue? Alors oui, c'est l'éditeur étranger qui le fait. Alors souvent, on n'est pas forcément au courant. Quand on voit apparaître des trucs en coréen ou en chinois, on ne sait pas trop s'ils ont coupé ou pas, s'ils ont tout compris ou pas. Mais oui, souvent ils le font. Alors, de façon plus concrète, par exemple, je sais qu'en Allemagne, pour Maman à tort, pour ceux qui l'ont lu, il y avait créé un faux site internet qui s'appelait envie-de-tuer.com, qui était un peu un pendant de vildemerde.com. Voilà, et l'éditeur allemand avait dit ça, les Allemands ne vont pas comprendre, c'est trop au second degré, c'est trop cynique pour les Allemands, et ils vont prendre ça au premier degré, donc on ne peut pas le laisser, ils ne vont pas comprendre. Donc, ça, bon, avec mon accord, ils ont supprimé tout ça. Et puis par exemple, notamment en Angleterre, c'est vrai que notamment pour Un avion sans aile, ils ont beaucoup resserré, et les fameuses parties de description géographique sur Kiev ou autres, ils en ont coupé beaucoup pour vraiment resserrer sur le côté thriller-action. Mais là, à la limite, moi je ne suis pas intervenu, quoi. Ils m'ont juste demandé l'autorisation, j'ai dit oui, mais je n'allais pas relire tout le truc. Et, voilà. Donc, et je suppose qu'il y en a plein qui le font sans me demander mon avis. Ce qui est a priori aussi normal dans le sens où, plus ils font des délais très courts, hein. Plus il y a des pays où je pense que les traducteurs ne doivent pas être payés très cher. Moi j'étais en Pologne il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils sortent, qu'ils traduisent en très peu de temps, etc. Donc je me doute qu'ils font aussi bien qu'ils peuvent avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir, parce qu'évidemment c'est pas non plus des tirages énormes dans un certain nombre de pays. Donc, Alors moi, ça permet toujours de rebondir sur les best-sellers, c'est toujours amusant. C'est donc Maman à tort qui a été adapté pour la télé, pour France 2, là en 6 épisodes. Et donc ça a plutôt bien marché, puisqu'ils sont battus Grey's Anatomy sur les 3 semaines. Voilà, en gros 5 millions d'audience, donc c'était le plus gros succès pour une série de fiction sur France 2 depuis le début de l'année, donc ils étaient plutôt contents. Donc il y a Un avion sans aile qui est fini de tourner, donc ça arrivera pour M6 en 4 épisodes début 2019. Normalement, il commence à tourner Le Temps est assassin, là pour TF1, en Corse, donc normalement pour 8 épisodes. Donc, pour toujours jongler avec l'idée des best-sellers, pour rester dans la ligne du colloque, moi je suis universitaire, donc je vais tester. Dans les colloques, on parlait d'autre chose que les thèmes du colloque. Alors ça, c'est aussi une autre question, c'est est-ce que finalement, pour avoir des best-sellers, les adaptations télé au cinéma sont indispensables ou pas, renforcent pas. Moi, j'ai la chance finalement d'avoir plutôt intéressé la télé, ce qui est très curieux parce que je regarde très peu la télé.
je ne suis pas du tout amateur de séries, je ne suis pas sur Netflix, rien du tout, et mes bouquins intéressent beaucoup les producteurs. Sans doute parce qu'il y a un côté feuilleton qui s'y retrouve, et aussi que ça se passe en France, mais en tout cas c'est un univers qui m'est très très étranger. Donc comme c'est un des paradoxes, je suis beaucoup plus cinéphile, et c'est beaucoup plus difficile de récupérer des producteurs et des réalisateurs qui s'intéressent à mes bouquins. Et même Sans famille qui vient de sortir, c'est pareil, on a déjà 3 propositions de producteurs pour l'adapter à la télé. Alors après, sur le lien avec le best-seller, je ne sais pas si ça a toujours été le cas. Alors je pense que clairement, quand Hollywood s'en charge, ça fait du bien, et que aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas un best-seller mondial, je pense, qui n'a pas été adapté au cinéma. Mais là, on est dans un registre de culture mondiale. En France, c'est un peu différent, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de lien aujourd'hui avec les best-sellers en France et avec les adaptations. Et même plutôt, c'est-à-dire si on reprend Marc Lévy, Guillaume Musso, ils n'ont eu à ma connaissance, aucune adaptation télé et quasiment pas d'adaptation cinéma, en tout cas des adaptations cinéma qui sont passées quasiment dans l'anonymat. Et pourtant, Guillaume Musso continue de vendre 1,5 million de livres par an depuis 10 ans. Donc le fait d'être ignoré du cinéma ou de la télé ne l'empêche pas de vendre des livres, et peut-être on pourrait presque dire au contraire. Et puis il y a des tas d'adaptations, je pense à Catherine Pancol, à Grégoire Delacour, à La liste de mes envies, même Pénac qui a été adapté, qui ont été des films très anonymes, enfin je veux dire, qui n'ont ni rien retiré, ni rien apporté au livre. Il y a eu même Les Granges du Hérisson. Bon, le film n'était pas raté, mais je ne pense pas que c'est apporté grand-chose, ni retiré, ni apporté. J'ai l'impression que les livres avaient leur propre existence, et que le film ou la série était quelque chose d'étranger. Donc je crois autant que ça peut marquer un auteur inconnu, évidemment, qui va être propulsé sur le devant de la scène si le film ou le livre devient un succès phénoménal, mais c'est assez rare qu'il y ait une communion entre les deux. À ma connaissance, il y a un contre-exemple, c'est Au revoir là-haut, par exemple, qui me semble un contre-exemple. C'est-à-dire que là, on a un livre déjà culte, avec un film qui devient déjà culte, et les deux étant, je pense, intimement liés dans quelque chose qui fonctionne ensemble. Mais finalement, c'est assez rare. Je pense qu'il y a eu Harlan Coben aussi, Ne le dit à personne, avec le film, qui était aussi quelque chose d'assez lié, je pense. Mais c'est finalement assez rare quand même, les exemples où on peut dire qu'un best-seller, Le Nom de la Rose, enfin, on peut en citer, mais il n'y en a pas tant que ça, finalement, on peut se dire qu'il y a... Et je pense qu'il faut vraiment que là, il y ait la rencontre entre un livre, un réalisateur, et que 2 univers se conjuguent, où là, on crée quelque chose qui a... Mais si c'est juste, entre guillemets, une adaptation commerciale, ou une adaptation télé, mais c'était très bien fait, hein, Maman a tort, mais je ne suis pas sûr que ça apporte tant que ça au livre Maman a tort, même si je trouve l'adaptation très très bien faite, hein, mais je ne sais pas pour ça que je vais vendre plus de livres ou moins de livres. En tout cas, je n'ai pas vu par exemple d'effet sur Maman a tort phénoménaux. Marc Lévy fait ses propres films, je crois, quand il a fait son propre film. Je sais pas, mais il y a sa fille qui tournait, je ne sais plus, enfin, ou son frère, je ne sais plus, mais ouais. J'ai une question, je crois que monsieur j'ai des questions tout à l'heure. C'était sur l'enrobage du texte pour... C'était une question qui porterait plutôt sur l'enrobage de vos textes, en sachant si la couverture et le titre sont en fait choisis uniquement par l'éditeur ou si vous avez un regard dessus. Alors, ça fait partie des choses, ouais, là, pour le coup, difficiles. Alors sur le titre, au départ, d'abord pour mon exemple, plus on est connu, plus on a le pouvoir décisionnel, plus on a la maîtrise, en particulier du titre. Donc moi, sur les premiers romans, en particulier Un avion sans aile, ça a été une grosse bagarre pour le titre. Moi, je voulais depuis le début, je tournais un truc autour de la libellule, puis après, bon, comme ça marchait, l'éditeur n'en voulait pas, j'étais autour de Comme un avion sans aile, clairement sur la chanson, Comme un avion sans aile, et l'éditeur n'en voulait pas.
Et ça a même failli partir avec La disparue du Mont Terrible ou La miraculée du Mont Terrible. Et le coup était parti. Hein. Ils ont dit ah, super, les commerciaux sont dingues, c'est génial, c'est parti. Et là, je dis non, pas La miraculée du Mont Terrible. Enfin, parce que surtout qu'ils publiaient beaucoup de terroirs. Donc il y avait déjà Le dernier sabotier de Lorraine, la lavandière, etc. Et La miraculée du Mont Terrible. Je dis non, bon. Et heureusement, j'ai trouvé quelques alliés dans la maison d'édition, notamment l'attaché de presse. Je me dis mais avec ça, Michel, je vais je vais pas avoir un journaliste sur un truc comme ça. Donc on a retourné, je suis revenu avec Comme un avion sans aile, ils n'en voulaient pas, c'était trop proche de la chanson. Bon, finalement, il y a une espèce d'accord qui a été trouvé sur Un avion sans aile, mais ça a été un peu une bagarre. Après, sur Ne lâche pas ma main, c'est pareil, c'est pas un titre que je voulais. Moi, je voulais, au départ, ça s'appelait Adieu Zamal, Zamal étant le cannabis à La Réunion. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu Ne lâche pas ma main, ça se termine justement par un truc sur le cannabis à La Réunion. Ils m'ont dit ah non, le Zamal, déjà les gens ne savent pas ce que c'est, puis alors c'est du cannabis, on ne peut pas, etc. Je trouvais que c'était un peu idiot, Zamal, je trouvais que c'était rigolo. Bon, donc du coup, bon, j'ai cédé, et puis on a fait un titre Ne lâche pas ma main, qui est très neutre, qui est très Harlan Cobenien. Bon, voilà. Je n'aime pas particulièrement, je trouve que c'est des mots, voilà, ça ne dit pas grand-chose, quoi. Voilà, et donc après, fort de ces expériences, il y a eu, alors n'oubliez jamais qu'il devait s'appeler Le dilemme du prisonnier, sauf que là, pas de chance, le titre a été pris juste avant, quoi. Voilà. Donc tout ça et ces expériences fait que maintenant je sais que je dois essayer d'avoir ce titre, mon titre très en amont. Et là, si je parle pas, si je montre pas mon manuscrit à l'éditeur, j'essaie quand même de lui donner le titre. Donc là, pour mon prochain roman, je pense que je lui donnerai à la rentrée, de manière à ce qu'on s'assure qu'il est libre, qu'éventuellement, comme moi je prends souvent des paroles de chansons, qu'il y a un accord. On a trouvé plutôt joli, on a demandé très tôt l'accord de Pierre Perret. Voilà, sur T'en souviens-tu mon Anaïs, qui est le recueil de nouvelles, on n'avait pas demandé l'accord de Thiéphène, qui n'a pas été gentil du tout, et qui a demandé des sous. Voilà, donc après, il y a tout un jeu comme ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, je commence à savoir comment ça fonctionne, et généralement, j'ai mon titre en tête, et j'essaye de venir assez tôt. Là, je pense que sur le titre, l'éditeur, il y a une sorte de rapport de confiance. Après, comment dire ? Tout dépend un peu ce qu'on cherche, mais il y a un équilibre qui se trouve. Je sais que maintenant, avec cette histoire des chansons, on a trouvé une espèce d'équilibre entre ce qui peut marcher et ce qui est original. Sur les maquettes, c'est beaucoup plus difficile. Alors, déjà parce que c'est pas ma compétence. Donc au départ, je trouve tout moche. Ensuite, je suis sûrement pas bon, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a écrit un livre, on a écrit tout sur la couverture, et en fait la couverture ne doit généralement rien dire du livre, parce que vous ne pouvez pas mettre tous les... Voilà, donc en fait, souvent la couverture elle doit marcher sur des gens qui n'ont pas lu le livre, évidemment, parce qu'ils vont l'acheter. Donc du coup, il faut arriver à faire confiance à un maquettiste qui va... donc c'est le travail, a priori. Donc là aussi, c'est des discussions un peu sans fin. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un agent, donc du coup, c'est un peu son boulot de dire tout haut ce que moi, je dis pas tout haut, mais dont on discute, et puis lui... Bon. Mais voilà, donc après, c'est un... Ouais, les couvertures, pour moi, c'est le plus compliqué, parce que je ne suis pas forcément super compétent pour dire... Des fois, il y a un truc que je trouve super, tout le monde me dit mais non, ça va pas marcher du tout, puis un truc que je trouve affreux, on dit mais non, mais ça c'est super, t'as raison, donc on garde mon dos, il faut faire confiance aussi aux gens dont c'est le métier, sans qu'évidemment je sois horrifié par la couverture, hein, mais on l'a trouvé plutôt jolie avec la chouette, au départ je n'aimais pas du tout, quoi. Puis les gens m'ont convaincu, voilà. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi que ça joue sur les best-sellers. Il y a quand même un truc que je peux raconter, parce que c'est rigolo quand même pour les best-sellers, c'est Un avion sans aile. Donc on avait sorti Nymphéa Noire, Page de la Cité, on avait vendu, je sais pas, 7-8 000, ok, on était super contents, mais moi j'étais pas content parce qu'on avait mis des Nymphéas de Monet en couverture avec juste 2-3 gouttes de sang. Et c'était paru dans la collection Terre de France Terroir. Et moi j'étais persuadé que, comme j'ai eu un sorte de prix policier pour Nymphéa Noire, que si on l'avait sorti en collection thriller policier, j'en aurais vendu beaucoup plus. Mais comme les libraires ne savaient pas trop où le mettre, c'était sans doute très faux mon raisonnement, mais en tout cas voilà, je me disais c'est un peu dommage que finalement ce ne soit pas plus identifié policier, mon roman Nymphéa Noire. Ok, donc on sort Un avion sans aile, là je dis à mon éditeur, là je veux une vraie couverture bien noire, un truc où les libraires, on va mettre ça dans le policier, parce que bon, voilà, j'ai eu plein de prix policiers, il faut quand même que... Bon. Alors lui, ok, pas de souci, Michel, donc on fait une couverture, pour ceux qui se rappellent, une couverture noire avec un berceau. Voilà, donc le truc bien identifié, tout noir, un berceau, bon, ça marche bien, on a pris Maison de la Presse, tout ça, bon, ok, on en vend. Et là, je fais sur l'éditeur et on reçoit
la couverture de Pocket. Donc il voulait sortir Un avion sans aile en premier en Pocket, avant même Nymphéa Noire, il avait inversé. Et donc on reçoit la couverture qui est la couverture d'Un avion sans aile, donc je reçois un truc avec une couverture toute bleue, enfin un ciel bleu, un truc en origami, un avion en papier, une libellule découpée toute rouge, des petits nuages. Et là je regarde, je me dis mais ils n'ont pas lu le livre. On se bat pour essayer de m'inscrire dans le roman policier, dans l'univers policier, et là ils sortent un truc avec un avion en papier, un truc... Et donc mon éditeur était contre avec moi, il dit oui Michel t'as raison quand même, il dit non mais on sait ce qu'on fait, on veut le vendre en littérature générale, c'est pas, enfin faut pas s'enfermer dans la littérature policière, ça, il y a des tas de gens qui n'aiment pas le policier qui peuvent lire ça, enfin, ils étaient dans leur truc quoi. Bon, le seul truc que j'ai réussi à faire, qu'ils ont admis, c'est à foncer un peu le ciel, qui était un ciel vraiment très bleu, clair, et ils l'ont un petit peu foncé pour se dire, allez, on va aller. Et en fait, ils avaient super raison, parce que, en fait, ce qui a décollé les ventes, qui a l'effet best-seller, c'est le poste d'un avion sans aile, puisque il m'avait dit, on va essayer d'en vendre 100 000, et je pense en une semaine, j'avais dû vendre plus de livres que j'en avais vendu dans toute ma vie. On a peut-être vendu 50 000 ou 20 000, enfin peut-être 30 000 en une semaine, puis après c'était 100 000 en moins d'un mois, et puis 200 000 le deuxième mois. Enfin, et là, je pense que la couverture a joué aussi. Là, je pense que c'est un ensemble, c'est le titre, c'est évidemment une bouche-oreille derrière, mais je pense que l'effet couverture post a joué, et puis voilà, et d'ailleurs, on a gardé la même charte graphique avec les origamis. Alors, c'est difficile de savoir pourquoi, mais je pense qu'à un moment donné, oui, cette couverture a fait que ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et il avait raison, et là, ça m'a... Enfin, quelque part, je me suis dit, voilà, c'est pas... Voilà, quand les gens savent, il faut mieux se taire. Voilà, vaut mieux pas s'en mêler, parce que, voilà. Donc, c'est vrai que c'est... bon, là, pour le coup, c'est le rôle de l'éditeur de sentir ce qu'il peut faire et comment il peut le faire, quoi. On va prendre encore une ou deux questions et puis on prendra un petit temps après pour échanger avec ceux qui le souhaitent directement avec Michel. Ma question, elle a trait à votre statut d'auteur star. Donc vous étiez au départ, comme tout auteur de best-seller, vous n'étiez pas un auteur de best-seller. Vous l'êtes devenu. À partir de quel moment vous vous êtes dit, bon ben là, c'est bon, je suis ensuite devenu un. Est-ce que c'est une question de chiffre de vente, d'attitude des éditeurs ou des lecteurs, ou le moment où vous prenez un agent, par exemple? Je ne sais pas. Quel est le moment où vous vous dites, bon, je n'en étais pas un, maintenant je le deviens. Et question subsidiaire, est-ce que le terme de best-seller, c'est un terme qui fait partie de votre lexique? D'usage quotidien. Ouais. Bon, là, on est à un colloque sur le best-seller, donc fatalement vous en parlez, mais est-ce que c'est votre vocabulaire aussi? Alors, je vais commencer par la fin. La best-seller, non, c'est vrai qu'on ne dit pas forcément souvent best-seller. Il y a le mot, j'aime bien le mot long-seller, parce que c'est souvent ça, en fait. C'est souvent aujourd'hui, Un avion sans aile, c'est typique, c'est des long-sellers, c'est-à-dire c'est des livres qui vont rester en tête des ventes ou dans les grosses ventes pendant un an, souvent. Enfin, c'est pas, c'est pas 1 million tout de suite. C'est vraiment le fait de s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, mes livres continuent de se vendre chaque semaine, donc il y a quand même cette idée du long-seller. Après, il y a toujours une pudeur gentille des libraires ou des médiathèques que m'accueillent. Je dis jamais, Michel Bussier est le deuxième ou troisième auteur le plus vendu en France, il est le plus lu en France, c'est quand même plus classe que vendu. Donc il y a toujours ce petit côté, parce que c'est vrai que on ne... Comment dire, c'est l'idée évidemment de ne pas être résumé à un chiffre de vente et de ne pas écrire des romans juste parce qu'ils se vendent beaucoup, même si c'est évidemment, comme je dis, une liberté, forcément... c'est un privilège énorme dans le contexte actuel du nombre d'auteurs que je croise qui galèrent et qui pourtant écrivent des choses superbes. Avoir cette chance d'être dans entre guillemets, les best-sellers, c'est vrai que je ne vais pas bouder non plus mon plaisir, mais voilà, c'est pas forcément un mot qu'on utilise en tant que tel. Après, alors, quand est-ce que dans une carrière, entre guillemets, on se dit je suis un auteur de best-seller? Je pense que c'est assez... comment dire? Il y a plusieurs marches. C'est-à-dire, je pense qu'il y a clairement l'idée d'écrire un best-seller. C'est clair que c'est Un avion sans aile. Nymphéa Noire avait été un gros succès avec énormément de prix littéraires. J'ai dû avoir 7-8 prix littéraires avec Nymphéa Noire. Donc c'est clair qu'avec Nymphéa Noire, c'était pas du tout un best-seller, mais il y avait ce côté, maintenant je suis un écrivain. Quoi. Je veux dire, à partir du moment où on a des prix, c'est bon, les prochains, je ne sais pas combien j'en vendrai, mais globalement, mon éditeur me fera confiance, mais on n'est pas du tout dans l'idée du best-seller. Mais par contre, c'est déjà un sentiment qui est
très savoureux de se dire que, comment dire, on est reconnu comme un écrivain, notamment parce qu'on a reçu des prix et que, du coup, a priori, voilà ce qu'on a fait. Donc après, effectivement, il y a l'idée de produire un best-seller, donc Un avion sans aile. C'est sûr que j'en ai vendu beaucoup et à la fin de l'année, je rentrais dans le classement des plus gros vendeurs en France, aux côtés d'écrivains voilà, que moi, jamais j'aurais cru être à côté d'eux. Enfin voilà, donc il y a ce côté, on se dit waouh, j'y suis. Mais là, c'est vrai qu'il y a toujours le côté de se dire j'en ai fait un, c'est un livre qui s'est beaucoup vendu, mais on ne pense pas forcément, enfin, on se demande évidemment si les prochains vont autant marcher ou si ça va continuer, quoi. Et après, alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que les grands formats n'ont pas décollé tout de suite. Il y a par exemple Ne lâche pas ma main après Un avion sans aile, qui est le grand format. Je pense que j'ai dû vendre 30-40 000 grands formats de Ne lâche pas ma main, ce qui était beaucoup moins qu'Un avion sans aile. Et par contre, les poches ont très bien marché. Les poches continuaient de très bien se vendre. Donc ça, c'est quand même un phénomène classique, mais que on pourra en discuter avec d'autres auteurs, comme Aurélie Valognes ou d'autres. C'est ça, c'est-à-dire qu'on vend d'abord beaucoup en poche, et le grand format peine à s'installer, parce qu'on est, voilà, on est encore considéré comme un auteur que beaucoup de gens découvrent. Donc il y a un recrutement de nouveaux lecteurs par le bouche-oreille, donc les gens vont directement vers le poche, et ne vont pas directement vers la sortie. Enfin, à la sortie, on a le noyau de fans dont je parlais tout à l'heure, mais qui n'est pas forcément encore installé. Et par contre, pour l'essentiel, c'est un facteur x10 entre le grand format et le poche. Donc là, il y a encore cette idée qu'on n'est pas forcément, enfin moi je me disais, pas forcément encore un auteur de best-seller, dans le sens où, les ventes de Ne lâche pas ma main, par exemple, étaient très inférieures à Un avion sans aile, et en plus, une fois, moi je sors un bouquin derrière qui se passe sur l'île de la Réunion, qui en plus un bouquin où il n'y a pas forcément un twist énorme, enfin, qui est vraiment une envie d'écrire sur la Réunion que j'avais depuis longtemps, et voilà, je ne me suis pas posé la question, donc c'était un truc qui était aussi pas forcément le plus facile à vendre après Un avion sans aile, quoi. Donc voilà, puis après il y a eu N'oubliez jamais, où les ventes sont remontées, mais là encore, on n'était pas forcément sur... Enfin, là aussi, les poches fonctionnaient très bien, mais les grands formats fonctionnaient, ça montait doucement. Puis voilà, puis je pense que c'est entre Maman a tort et Le temps est assassin que ça s'est vraiment déclenché, où là les grands formats ont plutôt passé entre 150 000 et 200 000, et où là il y avait vraiment un phénomène qui devenait un phénomène où l'éditeur tire à 200 000. Donc, voilà. Mais ça s'est quand même installé sur 3-4 bouquins au moins, quoi. C'est-à-dire que ce que je vais expliquer là, c'est qu'il y a le phénomène poche. Mais le phénomène poche, c'est un phénomène continu, c'est-à-dire ça t'attire et ça retient en continu. Et le phénomène grand format, parce que les médias ne s'intéressent qu'au grand format, ils s'intéressent qu'aux poches. Et c'est pour ça que j'explique ça, c'est-à-dire que quand on dit un écrivain de best-seller, c'est l'écrivain aussi qui est repéré par les médias. Et ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait, je pense à peu près à partir de Maman a tort, et surtout du Temps est assassin. Ça chez Ruquier, Grande Librairie, enfin tout le tralala. Ça vient pas tout de suite. Parce qu'au départ, on est considéré comme la comète, quoi, le succès qui fait le succès. Donc ça, c'est plutôt éventuellement un peu la presse people, ou enfin voilà, on s'intéresse au phénomène. Le premier article, c'était le phénomène. Et il faut attendre plusieurs bouquins pour que les journalistes commencent à s'intéresser à l'écrivain, à l'univers, à ce qu'il fait dans la durée, et éventuellement d'être invité à des éditions entre guillemets de prestige. Et là, effectivement, je pense qu'à ce moment-là, il y a un effet best-seller, c'est-à-dire qu'on est identifié comme un écrivain, et quand il y a quelques articles qui citent la liste des auteurs de best-seller, mon nom apparaît un peu systématiquement, mais c'est pas immédiat, il y a toujours cet effet décalage. Ce qui montre que d'ailleurs, c'est pas les journalistes qui font le succès, puisque souvent les journalistes découvrent après coup. Quelqu'un comme Raphaël Giordano, quand elle a vendu 1 million, a dû décider, parce que toutes mes copines autour de moi avaient lu Raphaël Giordano. Enfin, il n'y en a pas une qui ne l'avait pas lu, quoi. Je veux dire, c'était... tout le monde connaissait Raphaël Giordano. Quand on allait à Paris, qu'on commençait avec pas discuter avec des journalistes, Raphaël qui? C'est quoi ce truc-là? Le deuxième jour du reste de ma vie. Des gens qui connaissaient à peine, voire pas du tout. Et voilà, donc il y avait cette espèce d'effet de décalage, et qu'évidemment, avec le temps, les gens Donc ça, c'est aussi un petit peu amusant, ce décalage du temps où on est un auteur de best-seller inconnu. Ce que doivent vivre, ce que doivent vivre, je pense que tout auteur de best-seller aujourd'hui vit ce temps-là, quoi. Où il est connu des lecteurs et quasiment inconnu du... Il ne faut pas non plus oublier que quand on est un auteur de best-seller, on vend 400 000, 500 000, 600 000,
c'est un Français sur 100. Donc évidemment, c'est pas non plus, comment dire, c'est énorme, mais aussi la majorité des Français n'ont jamais entendu parler de moi, et comme ils n'ont pas forcément entendu parler de Guillaume Musso, enfin, si on faisait des sondages, voilà, faut relativiser, c'est-à-dire que ça reste énorme dans le chiffre des ventes, et d'un autre côté, évidemment beaucoup moins connu que un people qui passe à la télé, et ce qui est très bien. Mais je pense que ça relativise aussi l'idée qu'on est quand même sur une cible et des lecteurs qui sont particuliers. Enfin, je pense que c'est pour ça que ça explique aussi que les adaptations de télé ne déclenchent pas non plus des avalanches de ventes tout de suite. Parce qu'on est sur deux publics un peu différents. Souvent, ceux qui lisent le soir sont plutôt les gens qui débranchent la télé, quoi. Et ceux qui s'endorment dans leur canapé devant la télé ne sont pas ceux qui prennent forcément un livre le soir. Donc du coup, c'est un peu logique que voilà, qu'on ne les retrouve pas forcément, que tout le monde ne se précipite pas à la librairie parce qu'ils ont vu une série télé qui leur a plu. Le recueil de nouvelles, il se place comment là-dedans? Parce que nous, on connaît la difficulté à faire sortir des recueils de nouvelles moins lus et moins empruntés en médiathèque. Est-ce que c'est un best-seller en puissance? Moi, l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que voilà, quand je viens avec avec un recueil de nouvelles, voire Pocket, en leur disant j'ai un recueil de nouvelles, ils me disent pas, ah, tu sais Michel, les nouvelles, ça se vend pas beaucoup aujourd'hui, on ne sait pas si on va le publier. Généralement, ils disent, ok, super, tu signes, tu prends. Ouais. Non, voilà, c'est évidemment l'avantage que j'ai là maintenant. Sur recueil de nouvelles, il y avait des nouvelles qui étaient sorties sur des statuts très différents. Il y avait un truc qui a été publié d'ailleurs par l'Université de Rouen pour Normandie impressionniste, celle sur Vol des Roses. Une nouvelle qu'on avait fait pour le Conseil général de Seine-Maritime, Lire à la place, puis 2 inédits, donc c'était des statuts différents, mais j'avais les droits de ces nouvelles, puis elles avaient été lues par quelques centaines de personnes, on va dire. Et moi je tenais à ce que ces nouvelles elles sortent directement en poche, parce que voilà, c'était un peu plus court, je voulais pas que les gens payent 20 € pour un recueil de nouvelles qu'on aurait mis en caractère énorme et qu'on aurait vendu donc je trouve que c'était très bien, ces 4 nouvelles, il y a quand même 300 pages, mais voilà, c'est plus court qu'un livre normal, donc ça me semblait logique que ça sorte directement chez Pocket. Après, ça se vend très bien, ça continue de se vendre, ça se vend un peu moins bien que les romans, mais ça se vend quand même très bien. Oui, on sait qu'en France, le seul, je pense, best-seller de nouvelles, c'est Anna Gavalda. Il faudrait que quelqu'un l'attende quelque part, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Après, c'est vrai que les réactions que j'ai eues sur les recueils de nouvelles, c'est que des grands lecteurs, pour eux, c'est un peu des cacahuètes, quoi. C'est bien la nouvelle, mais ça se lit en 1 heure, et il faut les nourrir de lecture, et donc je trouve que c'est assez adapté, la nouvelle, finalement, à des gens qui lisent peu. D'ailleurs, c'est curieux que ça ne marche pas tant que ça, finalement, parce que c'est assez adapté à des gens qui lisent peu, qui zappent, qui ont besoin de lire quelque chose comme ça avant de s'endormir, et peu adapté à des grands lecteurs qui ont besoin de se nourrir, et qu'une nouvelle, ça dévore trop vite, quoi. Donc, pas encore, les nouvelles, pas encore, non. Oui, les nouvelles, c'est un peu plus. Bon, en principe, les nouvelles, c'est pas vraiment notre sortie. Après, l'autre exemple, parce que là, je vais sortir des contes pour enfants en début novembre. Enfin, des contes pour enfants qui d'ailleurs ne sont pas vraiment des contes pour enfants, mais pour adultes. Mais c'est vraiment quelque chose que j'avais écrit, j'avais commencé d'écrire quand j'étais très jeune, que j'ai continué d'écrire, que j'avais toujours un peu tripatouillé. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que quand j'ai été voir les éditeurs jeunesse notamment, ils m'ont dit « Ah oui, mais il faut que ce soit beaucoup plus ciblé, etc. » Bon, voilà, ce que j'ai pas voulu, donc finalement on sort ça avec Delcourt. Et là encore, c'est évident que ces nouvelles n'auraient pas pu être publiées si j'avais pas eu des succès avant. Là, c'est une évidence, aucun éditeur ne l'aurait publié, donc c'est une chance. Après, j'ignore complètement quel sera l'accueil de ces nouvelles, c'est-à-dire de ces contes. Mais ils seront différents, je pense, de ce que les gens peuvent lire. Donc c'est l'avantage, c'est de pouvoir sortir des choses qui ne sont pas formatées. Donc peut-être que les gens vont ne pas comprendre, être déçus, ne pas aimer, ou est-ce que peut-être qu'au contraire, c'est un truc qui va être fonctionner exceptionnellement. Juste peut-être pour terminer, de toute façon, moi ce qui m'étonne toujours dans le registre des best-sellers, c'est qu'on a à chaque fois les deux, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois des choses qui semblent extrêmement commerciales et dont on peut presque à coup sûr expliquer le succès après coup. C'est pas les nuances de grès, n'importe quoi. On se dit, oui, c'est fabriqué pour marcher, donc ça marche.
Il y a plein de trucs qui sont fabriqués pour marcher, qui ne marchent pas, mais en tout cas, ça, c'était fabriqué pour marcher, finalement, ça a marché. Puis il y a plein de trucs dont on se dit, mais c'est justement parce que c'était pas fabriqué pour marcher que ça marchait. C'est justement parce que c'était très différent. Avec l'exemple de Millennium,